Bonsoir et bienvenue à suivre votre journal sur Radio Afrique Unie, la voix et la perspective africaine. L'information à la une et tout ce qui façonne notre continent en économie, politique, culture, innovation et en développement, c'est ici. À la présentation, je suis Keza Deborah. Nairobi accueille Africa Forward, un forum économique d'envergure internationale, investissement, innovation et jeunesse au cœur des échanges. La RDC attendue sur les enjeux de paix et de sécurité dans les Grands Lacs. Afrique du Sud, pression accrue sur Cyril Ramaphosa après une décision de la Cour constitutionnelle. L'opposition appelle à sa démission et relance le débat sur une procédure de destitution. Le président fait aussi face à des accusations liées à l'affaire Falafala. Présence chinoise en Afrique entre espoir économique et tension sociale, des accusations de violence et des conditions de travail difficiles émergent dans plusieurs pays. Le débat sur le coût humain du développement relance les critiques contre certaines entreprises chinoises. Et c'est tout pour le sommaire. Bienvenue dans les détails de ce journal à suivre sur notre chaîne YouTube, X et Facebook Aouba Français. La République démocratique du Congo et l'Ouganda affichent leur volonté de renforcer davantage leur coopération bilatérale. Réunis dimanche 10 mai à l'occasion de la 9e session de la Commission permanente mixte RDC-Ouganda, la ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, et son homologue ougandais Djedje Odongo ont passé en revue plusieurs dossiers liés notamment à la sécurité, au commerce transfrontalier, aux infrastructures régionales et à l'intégration économique. Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à consolider une coopération présentée comme bénéfique pour les populations des deux pays. À l'issue des travaux, plusieurs projets d'accord ont été validés, notamment dans les secteurs des transports, des technologies de l'information et du tourisme. La chef de la diplomatie congolaise a insisté sur la nécessité de privilégier les résultats concrets plutôt que la multiplication d'accords symboliques. Selon Thérèse Kayikwamba-Wanière, les discussions ont porté sur plus de 13 secteurs avec un accent particulier sur le commerce frontalier, la migration et l'énergie afin de favoriser une amélioration tangible des conditions de vie des populations congolaises et ougandaises. La présence économique chinoise en Afrique suscite autant d'espoir, mais aussi de colère. Au Cameroun, la diffusion récente d'une vidéo montrant un employé camerounais battu dans une entreprise chinoise a choqué l'opinion publique. En Zambie comme en RDC, plusieurs mineurs ont également dénoncé des violences, des salaires très faibles et des conditions de travail dangereuses dans certaines mines contrôlées par des intérêts chinois. Cette affaire relance les débats sur le véritable coût humain du développement. C'est un reportage d'Elisabeth Hassen. Depuis plusieurs années, la Chine est devenue un partenaire économique incontournable pour de nombreux pays africains, notamment le Cameroun. Mais derrière les grands chantiers et les promesses de développement, une autre réalité inquiète, celle des conditions de travail de nombreux employés africains au sein de certaines entreprises chinoises. La semaine dernière déjà à Yaoundé au Cameroun, un employé d'une société chinoise a été violemment battu. La vidéo a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, provoquant une vague d'indignation qui a poussé les autorités à réagir. Les coupables seront sévèrement punis. Sévèrement punis. Donc je vous prie vraiment de calmer et de faire qu'il y ait un climat de travail serein autour de ce magasin. Ce n'est pas le magasin qu'on préserve, mais c'est le travail et les travailleurs. L'enquête se poursuit. À cette heure, il y a 3 personnes qui sont arrêtées
et on attend les résultats de l'enquête. Même si la décision du ministre camerounais du Travail, Grégoire Orona, a conduit à l'arrestation des responsables de cette entreprise chinoise, dans la région de l'Est Cameroun, plusieurs sites miniers exploités par des sociétés chinoises font régulièrement l'objet de critiques. Le phénomène dépasse d'ailleurs les frontières camerounaises. Des cas similaires ont été signalés en Zambie et même en République démocratique du Congo. ONG et syndicats dénoncent depuis plusieurs années ces abus. Placide Nzilamba est acteur de la société civile en République démocratique du Congo. La première des ressources qu'il faut protéger, ce sont les ressources humaines. Et quand les ressources humaines subissent les mauvais traitements, c'est que, quand bien même il y a des tensions chaque jour, cela démontre que les États n'ont pas vraiment joué leur rôle de protecteur des ressources humaines, d'abord locales. Et que donc, à notre niveau, il faille revoir les législations et les faire appliquer avec rigueur et non complaisance en se recherchant ou en recherchant des gains faciles. C'est aussi ici le lieu de dire nos juridictions. La justice dans les pays africains fonctionne à pas de tortilles et même à double vitesse. C'est le mieux offrant qui a la justice. Si la justice était appliquée aux Chinois et à tous les autres investisseurs comme elle est appliquée à tout le monde, je crois qu'il n'y aurait pas de mauvais traitements envers les travailleurs africains. Pour certains analystes, cette situation révèle un profond déséquilibre. L'Afrique fournit les matières premières et la main-d'œuvre, tandis qu'une grande partie de profit repart vers l'étranger. Pour autant, les spécialistes appellent à éviter les généralisations. La Chine a également financé de nombreuses infrastructures sur le continent. Routes, hôpitaux, ports, réseaux de télécommunications, entre autres. Le véritable problème, explique-t-il, réside surtout dans l'absence de contrôle des États africains, la faiblesse de la protection des travailleurs et des accords économiques souvent peu favorables aux populations locales. Placide Nzilamba. Il faut dire que les gouvernements africains doivent mettre en place des lois du travail ou des codes du travail qui protègent les travailleurs africains et d'aider, veiller à ce que ces lois-là soient respectées et de préférence organiser à chaque période le monitoring des droits de travail dans les entreprises chinoises pour punir ceux qui tenteront de violer ces droits des travailleurs africains. C'est de dire le gouvernement, lors de la signature des accords d'investissement avec la Chine, il doit marteler sur le respect et la protection des droits des travailleurs locaux en Afrique, mais aussi veiller à ce que ces clauses-là soient respectées sur le terrain. Partenariat gagnant-gagnant ou nouvelle forme de dépendance économique, une question qui divise mais qui devient de plus en plus difficile à ignorer à mesure que la présence chinoise grandit sur le continent africain. Au Burundi, la principale actualité politique concerne la montée des tensions autour du processus électoral en vue de la présidentielle de 2027. Plusieurs partis d'opposition ont exprimé leur mécontentement, dénonçant un climat politique fermé et appelant à l'organisation d'un dialogue national avant toute échéance électorale. Dans le même temps, la Commission électorale nationale indépendante CENI a officiellement confirmé que l'élection présidentielle est fixée au 3 mai 2027, avec un éventuel second tour prévu en juin, ce qui structure désormais le calendrier politique du pays. Ces annonces interviennent dans un contexte marqué par des tensions entre pouvoir et opposition, des accusations de manque d'inclusivité du processus électoral et des appels répétés à renforcer le dialogue politique national. Le 11 mai résonne comme une date de mémoire et de culture dans l'univers du reggae. Partout dans le monde, cette journée rappelle la disparition de l'icône jamaïcaine du mouvement Rastafari, Bob Marley, figure majeure dont la musique continue de porter des messages de paix, de justice et d'unité. Entre hommage et transmission, ces idéaux restent vivants, notamment en Afrique où son héritage continue d'inspirer générations et artistes. Les détails avec Antedi Achille pour Afrique Uni Radio. Le 11 mai reste une date hautement symbolique pour le mouvement Rastafari dans le monde entier, notamment en Afrique et dans les Caraïbes. Ce jour marque la disparition de Bob Marley, de son vrai nom Lobat Nesta Marley.
L'icône du reggae est décédée le 11 mai 1981 à Miami aux États-Unis à l'âge de 36 ans des suites d'un cancer de la peau diagnostiqué plusieurs années plus tôt. Malgré la maladie, il avait continué à se produire sur scène jusqu'à la dégradation de son état de santé. À travers sa musique, Bob Marley portait un message universel de paix et d'unité, notamment dans One Love. Il dénonçait aussi l'oppression, les inégalités, le racisme et les violences politiques, tout en appelant le peuple à défendre leurs droits dans Get Up and Stand Up. Profondément influencé par le rastafarisme, il valorisait les racines africaines, la dignité des Noirs, la foi et la liberté spirituelle. Ses chansons appelaient à résister à Babylone, symbole d'un système oppressif et colonial dans la culture rasta. Même dans l'épreuve, il y prônait l'espoir et la lutte pacifique pour un monde meilleur, notamment dans Redemption Song. Le rastafarisme, né en Jamaïque dans les années 1930, est un mouvement spirituel et culturel inspiré par l'Afrique, l'Éthiopie et Haïlé Sélassié Ier, considéré comme de nombreux adeptes comme une figure sacrée. Chaque année, le 11 mai, concerts, conférences et cérémonies sont organisées en hommage à Bob Marley. En Afrique, cette journée est vécue comme un moment de mémoire, d'unité et de réflexion autour des idéaux de paix, de justice sociale et de libération qu'il a portés. Des événements sont notamment organisés au Mali, en Côte d'Ivoire, au Tchad, en Guinée et en République démocratique du Congo. Antedi Achille depuis Bujumbura pour Afrique Unie Radio. Sur un tout autre chapitre, le Kenya accueille depuis ce lundi le forum économique Africa Forward, une grande rencontre internationale co-organisée par la France et le Kenya qui réunit à Nairobi plusieurs chefs d'État, responsables politiques, investisseurs et entrepreneurs venus de différents pays africains et européens. Pendant 2 jours, les échanges porteront notamment sur les opportunités d'investissement, l'innovation, la jeunesse africaine ainsi que le développement des industries culturelles et sportives sur le continent. Reportage signé Jimmy Choukrani. L'ouverture officielle s'est tenue ce lundi à l'université de Nairobi en présence de milliers de participants venus de l'Afrique et d'ailleurs. Le discours inaugural a été prononcé par Jean-Noël Barrot, ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères. Cette première journée, marquée par la participation de plus de 6000 personnes, est principalement consacrée au renforcement de partenariats économiques entre acteurs publics et privés. Au programme, un forum baptisé Inspire and Connect, destiné à promouvoir les investissements, l'innovation et les initiatives entrepreneuriales sur le continent africain. Les organisateurs mettent notamment l'accent sur le secteur de la jeunesse, du sport, des industries culturelles et des nouvelles technologies. Arrivé dimanche dans la capitale kenyane, le président français Emmanuel Macron a animé une conférence de presse conjointe avec son homologue kenyan William Ruto. Le chef de l'État français a évoqué plusieurs projets d'investissement publics et privés en faveur de la jeunesse africaine, soulignant la volonté de renforcer les échanges économiques entre entreprises africaines et françaises. Du côté congolais, aucune confirmation officielle n'a encore été donnée concernant la présence du président Félix Tshisekedi à Nairobi. En revanche, la délégation gouvernementale, composée notamment de la ministre des Affaires étrangères Thérèse Kaikwamba Wagner et du ministre de la Communication Patrick Muyaya, est déjà arrivée sur place. Kinshasa pourrait profiter de ces tribunes économiques pour remettre au centre des discussions de la question de la paix et de la sécurité dans l'est de la RDC ainsi que dans l'ensemble de la région de Grand Lac. Au Mali, l'inquiétude grandit autour de la disparition de Maître Muntagatal, enlevé à son domicile de Bamako dans la nuit du 2 au 3 mai par des bandits armés et cagoulés. Depuis plus d'une semaine, aucune information officielle n'a été communiquée sur son lieu de détention
décision ni sur les accusations éventuelles retenues contre lui. Son cas s'ajoute à une série d'enlèvements visant des personnalités politiques, militaires et proches de l'opposition intervenus après l'ouverture d'une enquête sur les attaques du 25 avril revendiquées par des groupes djihadistes et indépendantistes. L'expert indépendant des Nations Unies sur les droits humains au Mali, Eduardo González, dénonce des méthodes inacceptables et rappelle que toute arrestation doit respecter les procédures judiciaires et les droits de la défense. Dans un communiqué publié le 5 mai, l'Ordre des avocats du Mali a condamné un acte extrajudiciaire et exigé la libération immédiate de Maître Tall. Plusieurs autres figures, dont Youssouf Daba Diawara et Moussa Djiré, auraient également été arrêtés sans aucune précision ne soit donnée sur leur situation judiciaire. Afrique du Sud, la pression s'intensifie sur le président sud-africain Cyril Ramaphosa, appelé à démissionner après que la Cour constitutionnelle a annulé la décision du Parlement prise en décembre 2022 qui rejetait le rapport du panel relevant de l'article 89. La plus haute juridiction du pays a ordonné la mise en place d'un comité spécial d'enquête afin de déterminer si Ramaphosa s'est rendu coupable d'irrégularités susceptibles de conduire à sa destitution. Reportage de Bryson Bichwa depuis Pretoria, rendu par Fanny Chamamba. Bien que la volonté du Parti des Economic Freedom Fighters de faire destituer le président Cyril Ramaphosa se heurte à des difficultés liées au manque de majorité parlementaire, ses opposants continuent d'accentuer la pression politique. En tant que principal plaignant devant la Cour constitutionnelle, le leader de l'Economic Freedom Fighter, Julius Malema, affirme que le président doit démissionner immédiatement. Même s'il démissionne, il devra continuer à venir pour la procédure de destitution. On ne peut pas avoir un président qui se prépare pour la procédure de destitution et qui continue en même temps d'occuper la présidence. Tu ne peux pas faire les deux à la fois. En autre plaignant dans cette affaire, le parti African Transformation Movement demande également le départ du président Ramaphosa. Il n'y a pas de plus grand péché pour un président que d'être poussé à la démission. S'il avait un quelconque respect pour la Constitution, le peuple de ce pays, le Parlement qui représente ce peuple, la seule chose qu'il devrait faire est de démissionner et de s'atteler à honorer son nom. Cet appel est également soutenu par le parti Action SA, dont le président Herman Mashaba estime que la meilleure option est de quitter le pouvoir. Cet homme nous a vraiment rabaissés. C'est embarrassant pour notre pays. La première des choses qu'il puisse faire comme président, c'est de démissionner. Il faut essayer avec ses collègues de l'ANC ou ses amis de la coalition de démissionner, soutenir à côté et mettre quelqu'un de capable. Alors que la procédure de destitution pourrait prendre du temps et nécessiter une majorité de 2 tiers au Parlement, soit au moins 267 députés, plusieurs partis cherchent désormais une alternative via une motion de défiance à la majorité simple. Le président Cyril Ramaphosa fait également face à une enquête constitutionnelle liée à des accusations de manquements juridiques et éthiques dans la gestion d'une somme de $580,000 américains retrouvés dissimulés dans un canapé de sa ferme de Falafala en 2020. Et le président américain Donald Trump effectue actuellement une visite d'État en Chine, à Beijing, du 13 au 15 mai 2026, où il doit s'entretenir avec le président chinois Xi Jinping. Cette rencontre s'inscrit dans un contexte diplomatique et économique sensible entre les deux premières puissances mondiales. Les discussions portent notamment sur la réduction des tensions commerciales, les nouveaux accords tarifaires et la relance des échanges économiques. Plusieurs dossiers stratégiques sont également au centre des échanges, parmi lesquels la situation géopolitique mondiale, la crise en Iran, la question de Taïwan, ainsi que la compétition technologique et dans les domaines de l'intelligence artificielle. Des accords économiques pourraient aussi être évoqués, notamment sur les achats d'avions Boeing et des produits agricoles américains par la Chine.
Dans un climat encore marqué par des tensions persistantes, cette visite est perçue comme une tentative de stabilisation des relations entre Washington et Pékin, même si les divergences restent profondes. Et en sport, le milieu de terrain malien Mamadou Sangaré a été sacré lauréat du prix Marc-Vivien Foué RFI France 24 qui récompense chaque année le meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1. Arrivé cette saison au sein du club de RC Lens, le joueur de 23 ans s'impose déjà comme une référence du championnat français. Grâce à ses performances remarquées lors de l'exercice 2025-2026, Mamadou Sangaré devient le tout premier footballeur malien à décrocher cette distinction prestigieuse. Il succède ainsi à Akraf Hakimi, vainqueur de l'édition précédente. Le verdict du jury, prix Marc-Vivien Foué, n'a laissé place à aucun doute. Mamadou Sangaré a largement dominé les votes, terminant avec 219 points d'avance sur son poursuivant direct, le monégasque Lamine Camara. Le défenseur sénégalais Moussa Niakate complète le trio de tête. Cette récompense vient couronner une saison aboutie pour le milieu malien avec RC Lens autour d'un parcours remarquable conclu par une qualification directe pour la Ligue des Champions. Le club lensois disputera également la finale de la Coupe de France le 22 mai face à OGC Nice. C'est la fin de ce journal sur Radio Afrique Unie. L'actualité africaine ne s'arrête jamais. Restez connectés et suivez la suite de l'actualité sur nos plateformes Facebook, X et YouTube en écrivant Aouba Français.